On l'utilise tous les jours, on y pense tout le temps, et pourtant, on ignore presque tout de sa vraie nature. L'argent. On croit que c'est simple, un billet, une pièce, mais en réalité, c'est d'une complexité incroyable. Et le plus fou, c'est que toute notre vie en dépend. C'est la question essentielle, non? Et la réponse n'a rien de magique, je vous rassure. Ce pouvoir, il repose sur des règles, sur des croyances collectives et sur des mécanismes qu'on va décortiquer ensemble. Notre but aujourd'hui, c'est justement de combler ce décalage. On va plonger dans la nature profonde de la monnaie, de ses origines lointaines jusqu'à son rôle central dans les crises mondiales. Et pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Allez, on se lance. Pour saisir ce qu'est l'argent moderne, il faut d'abord s'imaginer un monde sans argent. Un monde où tout reposait sur le troc. Et vous allez vite voir que ce n'était pas vraiment l'idéal. Le troc, en fait, c'est un vrai casse-tête pour 3 raisons. D'abord, il faut ce que les économistes appellent la double coïncidence des désirs. En gros, il faut trouver quelqu'un qui a ce que vous voulez et qui veut ce que vous avez. Bonne chance. Ensuite, comment on s'accorde sur la valeur? 2 poules contre un sac de blé, c'est subjectif. Et enfin, c'est une perte de temps phénoménale. La monnaie, elle, résout tout ça d'un coup. C'est juste une invention révolutionnaire. En général, les économistes s'accordent pour dire que la monnaie remplit 3 fonctions clés. C'est un intermédiaire des échanges, bien plus pratique que le troc. C'est une unité de compte, une sorte d'étalon universel pour mesurer la valeur de n'importe quoi. Et enfin, c'est une réserve de valeur, un moyen de garder du pouvoir d'achat pour plus tard. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La monnaie, ce n'est pas juste un objet, un outil, c'est une institution sociale. Comme le dit très bien le prix Nobel Douglas North, c'est un ensemble de règles qu'on a créées pour que nos interactions soient plus simples. En clair, c'est un contrat social qui nous lie les uns aux autres. Voilà, on arrive au point crucial. Que ce soit une pièce, un billet ou juste un chiffre sur un écran, tout le système monétaire ne tient que par une seule et unique chose, la confiance. La confiance que les autres l'accepteront en échange de biens réels. Et la confiance dans les institutions qui le garantissent, au premier rang desquelles la Banque centrale. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on sait que la monnaie est une institution basée sur la confiance. La question qui tue, c'est « mais d'où vient-elle, cette monnaie ?» Accrochez-vous, la réponse risque de vous surprendre. C'est l'image qu'on a tous en tête, la fameuse planche à billets qui tourne à plein régime. Mais en réalité, c'est une idée reçue. La très grande majorité de l'argent en circulation n'est pas créée par l'État. Alors, par qui? Et voilà le secret. La monnaie est principalement créée par les banques commerciales. Oui, celles où on a nos comptes. Quand une banque accorde un crédit, elle ne prête pas l'argent d'un autre épargnant. Non, elle le crée de toutes pièces, ex nihilo, par une simple écriture sur un compte. C'est ça, la création monétaire. Chaque nouveau prêt injecte de la nouvelle monnaie dans l'économie. Les crédits font les dépôts, c'est la phrase à retenir. D'accord, donc si les banques commerciales créent la plupart de l'argent à chaque fois qu'elles font un prêt, qui s'assure que tout ce système ne part pas en vrille? C'est là qu'entre en scène l'acteur principal, le chef d'orchestre, la banque centrale. Alors, la banque centrale, pour faire simple, c'est la banque des banques. Elle ne travaille pas avec les particuliers. Son rôle, c'est de superviser les banques commerciales et sa mission numéro 1, c'est de garantir la stabilité de la monnaie et par extension de tout le système financier. Mais au fond, quel est le vrai rôle de la monnaie dans l'économie? C'est un débat qui dure depuis des siècles. Pour les économistes classiques, elle est neutre. C'est un simple voile qui facilite les échanges, mais ne change rien à l'économie réelle. Mais pour d'autres, comme Keynes, c'est tout l'inverse, la monnaie est active. Elle a un impact direct sur la production, l'investissement et donc l'emploi. Aujourd'hui, c'est clairement la vision keynésienne qui domine. La banque centrale pilote l'économie, avec son outil principal, les taux d'intérêt. Imaginez que c'est une sorte de pédale d'accélérateur et de frein. Elle baisse les taux pour encourager les crédits et stimuler la croissance, et elle les augmente pour freiner l'économie quand l'inflation menace de déraper. Le problème, c'est que ce mécanisme bien huilé est devenu mondial, et du coup incroyablement fragile. La mondialisation financière des dernières décennies a complètement rebattu les cartes. À partir des années 80, la finance a été bouleversée par la règle des 3D. La désintermédiation, on passe moins par les banques et de plus en plus directement par les marchés. Le décloisonnement, les frontières entre les marchés s'effacent. Et la déréglementation, les capitaux peuvent circuler partout, tout le temps, sans entrave. Le résultat? Un marché financier mondial, unique et ultra rapide. Forcément, cette interconnexion a un revers, le fameux risque systémique. L'image est simple, c'est l'effet domino. Un problème localisé, la faillite d'un seul acteur important, peut se propager à la vitesse de l'éclair et menacer de faire s'effondrer tout l'édifice. Et en 2008, les dominos sont tombés. Tout est parti des subprimes aux États-Unis, des crédits immobiliers à risque.
Quand la Banque centrale américaine a monté ses taux, des milliers de familles n'ont plus pu rembourser. Le problème, c'est que ce risque avait été découpé, empaqueté et revendu dans le monde entier. Le virus s'est propagé et a failli emporter tout le système financier mondial. La crise de 2008, ça a été un électrochoc monumental. Depuis, tout le monde se pose la même question. Comment est-ce qu'on peut rendre le système plus sûr sans pour autant étouffer l'économie ? Une des grandes leçons de la crise, c'est la redécouverte d'un rôle un peu oublié de la Banque centrale, celui de prêteur en dernier ressort. En clair, quand la panique gagne, que plus personne ne se fait confiance, la Banque centrale est la seule à pouvoir intervenir, comme un pompier, en injectant massivement de l'argent pour éviter que tout ne gèle. Après ce traumatisme, les priorités ont donc changé. Le but n'est plus seulement de contrôler l'inflation, il faut aussi et surtout assurer la stabilité financière globale. Pour ça, on a développé de nouveaux outils, les politiques macroprudentielles. L'idée est simple, au lieu de regarder chaque arbre, on surveille la santé de toute la forêt pour prévenir les incendies. On en arrive donc au dilemme fondamental de notre époque. D'un côté, il faut bien que la finance finance l'économie, l'innovation, la croissance. Mais de l'autre, il faut la réguler, la brider, pour éviter une nouvelle catastrophe. Trouver ce juste équilibre, c'est le défi permanent des gouvernements et des banques centrales. Alors que cette exploration touche à sa fin, une dernière question reste grande ouverte. Entre l'arrivée des crypto-monnaies, les projets de monnaie numérique des banques centrales et les nouvelles instabilités géopolitiques, la nature même de l'argent est en pleine transformation. Son histoire est loin, très loin d'être terminée.